Bonjour tout le monde. Il est midi et quart, on va commencer. Magali Girard, je suis la directrice générale du CIC, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Puis, ben, il me fait plaisir de vous accueillir dans ce midi webinaire. Un midi webinaire, je pense que celui-ci, c'est la troisième fois peut-être que l'ISQ le donne pour nous, toujours apprécié. Un midi webinaire qui porte sur les démarches à faire pour accéder aux données gérées par l'ISQ disponibles dans les quadrisques ou à distance. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Jean-François Quentin, adjoint exécutif au secteur de la méthodologie, de la démographie et de l'accès aux données, et Maude Tremblay Letourneau, analyste conseil à l'ISQ pour le service d'accès aux données. Nos mini-webinaires ont toujours le même format. C'est une présentation d'environ une trentaine de minutes, suivie d'une période de questions pour terminer à 13 heures. Puis, ce midi-webinaire est enregistré et sera rendu rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Puis donc, c'est ça, je vous invite à utiliser le chat ou la section le questions-réponses pour y inscrire vos questions pendant la présentation, puis on y reviendra à la fin de la présentation. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Maude et à Jean-François, puis ben, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Magali. Merci au CIQSS de nous recevoir, comme tu disais, pour une troisième année de suite. Donc, c'est une présentation qui semble toujours là, avoir un certain intérêt pour la communauté. On est bien content de pouvoir la présenter à nouveau. Donc, on vous parle aujourd'hui de comment préparer une demande d'accès aux données de recherche à l'ISQ. Le plan de présentation aujourd'hui. Donc, on vous présente un peu les services d'accès, qui on est, ce que nous faisons. On va vous parler des grandes étapes du dépôt d'une demande d'accès aux données de recherche à l'ISQ. Maud, ensuite, va prendre le relais pour vous parler de la trousse de démarrage, qui est un outil qu'on met à votre disposition et qui rassemble essentiellement l'information la plus utile là, pour préparer une demande d'accès. L'information est en tout temps disponible sur notre site web et on va la couvrir en partie aujourd'hui, mais elle est disponible en téléchargement dans la trousse. Donc, on y revient plus tard. Finalement, on conclut avec les grandes étapes là, qui vont suivre le dépôt de votre demande, comment elle va être traitée par la suite, puis cheminée pour arriver jusqu'en accès. Donc, les services d'accès aux données de recherche de l'ISQ, qui sommes-nous? Que faisons-nous? Notre mission a été, en fait, depuis 2019, on a été mandaté par le gouvernement du Québec pour mettre en place un processus simplifié qui vise à assurer la communication de renseignements désignés par des ministères organismes québécois à des fins de recherche. Donc, euh, je dis simplifié parce qu'auparavant, les équipes de recherche avaient la charge de essentiellement coordonner leurs demandes auprès de différentes entités, les différents détenteurs, la commission d'accès à l'information, rassembler l'information en espérant qu'elle corresponde et puis avoir finalement accès aux fichiers. Maintenant, c'est l'ISQ pour les renseignements désignés qui lui sont désignés qui fait ce travail-là. Donc, on fait l'essentiel de l'analyse de la demande, la réception de la demande. Évidemment, il n'y a plus la commission d'accès à l'information dans le processus parce que notre loi a été modifiée et nous permet de faire l'évaluation et l'autorisation de bout en bout. Mais donc, c'est un processus qui est plus simple pour les chercheurs, les équipes de recherche. On donne accès aux données de plus de 50 enquêtes qui sont produites par l'ISQ. Et on donne aussi accès donc aux renseignements, aux données administratives des détenteurs qui nous confient leurs données. On a une quantité croissante là, de ministères qui confient leurs données, qui les désignent pour la recherche. Donc, actuellement, les chercheurs ont accès aux données de la RAMQ, du M3S, de l'éducation, et puis depuis tout début de l'année 2025, celle de Revenu Québec. On travaille activement actuellement on est en train de mettre en accès les données de Retraite Québec, du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, donc le MIFI. Et puis, nous avons aussi une entente avec l'IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui est un ministère fédéral canadien. Donc, c'est un processus un peu différent. Ce n'est pas une désignation, c'est une entente qu'on a avec eux, mais les données vont quand même être rendues disponibles pour la recherche au Québec. C'est une offre donc qui est multisectorielle, qui est vraiment qui peut ouvrir des nouveaux horizons pour la recherche parce que c'est plus simple pour vous de demander à un seul endroit les données de ces différents détenteurs-là. Et puis, vous avez en tout temps, bien sûr, la
possibilité de demander un seul détenteur, mais vous pouvez en demander différents si votre demande le justifie. Donc, pour obtenir l'accès, il faut déposer une demande d'accès. C'est ce qu'on va couvrir maintenant. Donc, pour déposer une demande, il y a 4 grandes étapes essentiellement dont vous devez prendre connaissance. La première, c'est prendre connaissance des données qui sont disponibles pour la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on offre pour la recherche? Vous devez vous inscrire à ce qu'on appelle la zone de recherche, donc qui est notre espèce de portail dans lequel vous allez vous inscrire et effectuer votre demande. Vous devez, une fois inscrit, choisir le formulaire qui correspond aux besoins de votre recherche et puis finalement conclure en choisissant vos modalités d'accès appropriées à votre besoin. Je fais encore un petit saut là, pour la trousse de démarrage. Je n'ai parlé un peu plus tôt, mais donc vous allez pouvoir la trouver sur notre site web. On a mis des liens à la fin, là, je pense qu'elle y est, mais sinon sur le site général, elle est facile à trouver. Et puis je vous rappelle que l'ensemble des informations qu'on vous communique aujourd'hui, ils sont présentés en format téléchargeable. Donc, première étape, prendre connaissance des données qui sont disponibles pour la recherche. On a mis à disposition un dictionnaire de données qui se présente en deux grandes catégories. Vous avez les données administratives, donc les données qui sont les renseignements qui sont désignés par les ministères québécois et disponibles pour la recherche, et les données d'enquête. Donc, pour les données d'enquête, vous allez retrouver de l'information générale sur l'enquête, les questionnaires, les rapports méthodologiques qui vont vous permettre d'être utilisés lorsque vous serez en accès. Pour les banques de données administratives, vous allez avoir une présentation qui ressemble essentiellement à celle-ci. Donc, vous avez un moteur de recherche au début pour trouver de l'information, soit par mots-clés, par secteur d'activité ou par organisme détenteur. Donc, par exemple, si vous voyez, si je vais à droite comme exemple, au centre, vous avez le secteur de la santé, les détenteurs qui sont ici la RAMQ et le M3S, et sous chacun de ces détenteurs, les banques de données qui sont disponibles. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si je la bouge, peut-être pas, mais en supposant ici que pour le M3S, on irait sous la banque maintenance et exploitation de données pour l'étude de la clientèle hospitalière, MEDECO, vous vous retrouveriez devant une série de fichiers qui sont contenus dans cette banque-là. Ici, on a pris l'exemple d'un des fichiers en particulier qui s'appelle le fichier diagnostic, donc qui, sans grande surprise, porte sur les diagnostics. Vous allez avoir pour chacun des fichiers, donc, une description générale de ce que contient le fichier, une période de disponibilité, dans ce cas-ci, depuis le 1er avril 1987. De manière générale, certains renseignements, des fois, vont avoir des disponibilités variables, mais en général, ça va correspondre à ce qui est affiché ici. Et puis, ensuite, les variables qui sont possibles de demander, qui est possible de demander. Donc, vous allez avoir des variables et des identifiants structurels, oui. Donc, ce sont des variables qui, par défaut, si vous demandez ce fichier-là, vont vous être communiquées parce qu'elles sont nécessaires pour interpréter les autres renseignements qui vont vous être communiqués dans ce fichier-là. Et puis ensuite, il y a les variables de recherche. Donc ici, c'est information sur le diagnostic. Donc, ce sont les différents renseignements que vous pourrez sélectionner pour votre recherche si elle le justifie, car vous devez justifier le besoin d'obtenir les renseignements pour votre projet. Évidemment, j'ai oublié de mentionner, mais chacune des pages sur les fichiers est téléchargeable en fichier Excel, ce qui vous permet donc de l'exporter, l'annoter au besoin pour pouvoir y travailler un peu. Ce n'est pas ici que vous faites la sélection pour votre projet, c'est pour prendre connaissance. C'est vraiment dans le formulaire ensuite que vous allez transposer l'information pour sélectionner vos données. Deuxième étape, donc troisième, pardon, vous inscrire à la zone de recherche. Donc, vous suivez le lien indiqué sur un site web. Vous allez vous retrouver devant une page d'accueil. Vous avez vos informations de profil à saisir. Vous allez éventuellement avoir une section qui concerne vos formations. Ce sera une fois que vous serez en accès. Il y a des formations qui sont offertes pour savoir comment fonctionner dans l'environnement d'accès, l'environnement technologique. Donc, ça apparaît lorsque le temps est venu. Une section sur vos projets de recherche. Donc, c'est là que vous allez déposer vos demandes et voir les demandes qui sont soit préliminaires, soit déposées et actives. Et vous avez finalement un simulateur de coûts, qui est un outil qu'on a produit. On fait un rapide saut pour le simulateur. C'est un outil, donc, comme je vous disais, qui a pour fin de vous permettre de saisir les paramètres préliminaires d'une demande d'accès, donc généraux. Par exemple, est-ce que vous voulez une donnée d'enquête, une donnée administrative?
vos modalités d'accès. Vous allez aussi choisir certains types de renseignements, une période de sélection, bref, des paramètres généraux d'une demande et ça vous permet d'estimer en temps réel les coûts du projet. Donc, évidemment, ça reste une estimation. On va vous fournir une échelle d'un montant minimum, un montant maximum. Vous pouvez supposer que votre demande va se situer dans ces eaux-là. C'est un outil qui fonctionne très bien pour les demandes qui sont relativement simples. Si vous avez un projet qui est complexe, qui a beaucoup de données externes qui doivent être intégrées, c'est préférable, on peut l'utiliser évidemment, mais c'est préférable de vous référer à ce moment-là à une personne de notre service pour affiner l'estimation. C'est un outil qui est très utile, en particulier dans le contexte des demandes de subvention. Donc, souvent, le temps est serré. Il y a un besoin rapide d'avoir un estimé de coût au moins à haut niveau. Ça peut être utilisé dans ce contexte-là. De retour au portail. Donc, vous devez choisir ensuite le formulaire qui est approprié à votre besoin. Donc, quand vous sélectionnez l'option de déposer un nouveau projet de recherche, vous allez vous retrouver dans cette page-ci et tout en bas, vous voyez que vous avez deux types de demandes possibles. Donc, vous pouvez faire une demande d'évaluation de faisabilité et de coût. Donc, son nom l'indique, c'est vraiment une demande qui est destinée à déterminer si votre projet est faisable dans les paramètres que vous avez présélectionnés. Et puis, il va vous fournir une estimation de coût qui est un peu plus fine que celle que le simulateur va pouvoir vous avoir produit précédemment. C'est une demande aussi qui est plus simple à soumettre dans le sens où il y a certains documents qui ne sont pas requis. Vous n'avez pas à soumettre votre avis de CA, donc de vie éthique à la recherche. Vous n'avez pas besoin de fournir votre preuve de rattachement à l'organisme public qui fait que vous êtes admissible. Bref, certains éléments ne sont pas requis pour faire ce dépôt-là. Et puis, ouais, essentiellement ça. Donc, ça vous permet justement d'avoir un retour plus rapide de l'équipe des services d'accès pour déterminer si votre projet est faisable ou non, et puis avoir accès à quelqu'un qui va parler avec vous de ces paramètres. Malgré qu'on dit que c'est une demande qui est plus rapide à faire, on vous demande si c'est possible de prévoir un bon 6 semaines pour déposer, qu'on prenne connaissance, qu'on attribue un analyste, qu'on échange avec vous, puis qu'on vous fournisse une évaluation. Dans certains cas, les demandes nous sont soumises très tardivement avant les périodes d'échéance de demande de subvention. Ce n'est pas toujours possible pour nous de faire un retour dans les temps. Donc, aidez-nous à vous aider. 6 semaines d'avance, si possible, ça nous permet de faire un travail avec vous puis de fournir une évaluation qui est correcte. Deuxième type de demande d'accès, c'est la demande d'accès donc finale au domaine de recherche. C'est la demande qui va être, donc, comme je le disais, finale, donc telle que vous allez recevoir votre fichier de recherche. Et puis, elle requiert que vous déposiez certains documents. Donc, le comité d'éthique à la recherche doit être déposé en appui, la preuve de rattachement à votre organisme public, votre protocole de recherche. Et c'est cette demande-là, donc, qui va être soumise officiellement au service, qui va être approuvée par notre service et puis qui va donner accès à la production du fichier qui va vous être rendu disponible. Sachez que la demande d'évaluation de faisabilité, donc le premier formulaire que vous avez rempli, peut être transformé éventuellement en demande d'accès. Donc, vous n'aurez pas à saisir l'information deux fois si vous choisissez de commencer par une demande de faisabilité. Le premier peut être transformé dans le deuxième. Ah, bon, c'est ce que je viens de dire. Donc, j'ai passé la diapositive. Passons là. Finalement, vous devez choisir les modalités d'accès qui sont appropriées pour votre projet. Donc, vous avez deux modalités d'accès. Celle en CADRISC, donc Centre d'accès aux données de recherche de l'ISQ. Cet accès-là est en personne dans nos centres d'accès. Ça vous donne accès au fichier maître, donc le fichier qui est produit dans sa version la plus fine et déposé dans l'environnement d'accès. Vous accédez à différents postes qui sont dans le laboratoire, qui sont connectés par machine virtuelle à un serveur dans les bureaux de l'ISQ à Québec. Et puis, vous avez en tout temps là, un soutien des analystes qui sont en présence pour répondre à vos questions par rapport au projet. Deuxième modalité, c'est la modalité d'accès à distance. Donc, la différence par rapport à l'accès en cas de risque, c'est que vous avez un deuxième fichier qui va être déposé, préparé et déposé spécifiquement pour l'accès à distance. C'est un fichier qui fait l'objet de certains regroupements. Comme le fichier est accessible en dehors des centres d'accès de l'ISQ, il y a une certaine gestion de risque pour nous à prendre en compte. Donc, le fichier est moins fin. Mais
lorsqu'il est produit puis rendu disponible, on s'assure avec les équipes de recherche qui correspondent aux besoins de recherche puis qui permettent de faire le travail. Même chose, c'est des machines virtuelles qui vont être installées sur vos postes autorisés. Et puis, vous travaillez donc depuis vos bureaux. Ce mode d'accès-là doit être autorisé projet par projet. Dans certains cas, il ne sera pas possible et il doit être approuvé par votre organisme de rattachement qui va signer avec vous le contrat d'accès aux données. Donc, pour la suite, je passe la parole à ma collègue Maude qui va vous parler de la trousse de démarrage. Oui, merci Jean-François. Donc, on entre maintenant effectivement dans le cœur de la présentation en parlant de la trousse de démarrage. On peut aller à la prochaine diapositive. Donc, avant d'aller en profondeur dans le contenu de la trousse elle-même, je me permets de vous décrire à quel besoin elle répond. Donc, la trousse permet de détailler le cheminement d'une demande et d'assurer une meilleure compréhension du processus d'accès dans sa globalité. On pourra s'y attarder un peu plus tard dans la présentation. Elle clarifie également les rôles et responsabilités de chaque partie dans le but d'optimiser la collaboration tout au long du traitement de la demande. Et finalement, elle simplifie le processus d'accès en décrivant donc d'une part les étapes clés de la préparation d'une demande et d'autre part d'exposer les documents centraux et surtout les exigences de l'ISQ quant à ces derniers. Donc, elle vise trois grands objectifs: identifier les étapes clés, comprendre les responsabilités de vous et de l'ISQ et de vous aider à rassembler les bons documents et ce dès le début. Donc, dans la prochaine diapositive, on va survoler rapidement la trousse. C'était ton cue, ça, Jean-François, pour le changement de diapositive. Il est possible donc de distinguer plusieurs éléments. Donc, le guide principal vise à vous donner une vue d'ensemble des étapes clés afin que vous puissiez mieux planifier et structurer votre demande. La pièce centrale de la trousse qui se retrouve à votre gauche est donc l'aide-mémoire et est donc divisée donc en deux thématiques, soit les éléments à vérifier et les documents à fournir. Finalement, donc, il est possible d'avoir accès rapidement à des documents modèles et des documents références qui pourraient être utiles à différentes étapes de votre demande. Donc, vous le voyez bien, la trousse de démarrage est donc votre meilleur allié pour bien préparer votre demande d'accès aux données. Elle vous guide pour éviter les oublis et surtout pour maximiser vos chances de succès, et ce dès le départ. Dans la prochaine diapositive, je vais m'attarder quelque peu à l'élément central de la trousse, l'aide-mémoire. Donc, il est donc composé de deux grilles distinctes dont chacune comporte une liste à cocher. En l'utilisant, vous pouvez vous situer et, si nécessaire, apporter des modifications, des précisions quant à votre besoin d'accès aux données de recherche. La première grille que vous voyez à votre droite, en très petit, donc elle permet donc de vous guider à travers les vérifications techniques et déterminantes pour l'analyse de l'ISQ, toujours dans l'optique que votre demande soit cohérente dès le début. Donc, à titre d'exemple, le premier élément concerne les objectifs du projet. Donc, les objectifs qui devraient apparaître au formulaire de demande devraient être ceux qu'on retrouve également dans vos différents documents, notamment le protocole de recherche. La deuxième section concerne la mention de justification de la nécessité des renseignements. Parce qu'afin de répondre aux critères de nécessité de la loi de l'ISQ, il vous faut justifier les différents blocs de variables et ce en fonction de vos objectifs de recherche bien précis. Donc, la section va même jusqu'à détailler donc, une justification qui serait étoffée, qui serait satisfaisante et bien définie, et ce, en fonction de vos objectifs de recherche. Et à l'inverse, une justification du type voire protocole de recherche qui malheureusement n'est pas recevable et qui va inévitablement engendrer des échanges supplémentaires et donc des délais à votre demande. De la même façon, dans la prochaine diapositive, j'ai fait ressortir donc certains documents qui sont à fournir dans une demande. Donc, le but de la présentation, ce n'était pas de passer à travers toute la grille. Je vous conseille d'aller consulter la grille des documents à fournir parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont un peu plus précis pour certaines personnes qui demanderaient, par exemple, des données externes à annexer à nos données administratives disponibles à l'ISQ. Pour la présentation, j'en ai fait ressortir quelques-unes, dont la preuve de rattachement. Donc, il faut fournir un document qui montre le lien entre le chercheur principal et son organisme public. Dans la trousse, on fournit un modèle de preuve de rattachement, mais gardez en tête qu'un CV est tout à fait acceptable et répond bien à titre de preuve de rattachement. De plus, vous allez devoir soumettre une présentation détaillée des activités de recherche
qui peut prendre plusieurs formes. La plupart du temps, on va voir un protocole de recherche, mais ça pourrait être un devis ou un plan de recherche. L'important, c'est que ce document-là va pouvoir va, va- va faire état de vos objectifs de recherche et va même aller jusqu'à définir quels sont les fichiers ou du moins les grandes banques de données que vous avez besoin d'accéder pour répondre à vos objectifs de recherche bien précis. La version du document que vous devez nous fournir, c'est bien celle qui a été approuvée par un comité d'éthique à la recherche ou un organisme public subventionnaire. Et finalement, le dernier document que je voulais parler aujourd'hui, c'est le certificat d'approbation éthique. Donc, vous devez nous fournir un certificat qui est valide au moment de déposer votre demande. Si vous avez obtenu d'autres certificats de modification et le certificat original pour votre projet, vous devez fournir tous ces documents-là en même temps. C'est bien important, j'aimerais parler ici là, du fait que s'il y a des discordances ou des différences entre le nom du chercheur principal ou le titre de la recherche entre les différents documents, que ce soit le protocole de recherche et le CR, ça serait pertinent de justifier cette discordance-là pour éviter qu'on ait à vous aborder à cet effet-là. Donc, dès qu'il y a une différence, prenez le temps de justifier cette différence-là. Ça va éviter d'avoir un échange à cet effet-là. Donc, vous le voyez bien, ces grilles à cocher vous permettent de vérifier que vous avez tout en main avant de soumettre votre demande. Puis on le sait bien, là, une demande qui a été bien préparée, c'est une demande qui avance plus vite dans le processus. La prochaine diapositive, on va aborder donc la dernière composante de la trousse d'accompagnement et elle est constituée donc des documents modèles et de référence. Vous allez parfois avoir à utiliser ces documents-là à différentes étapes du processus d'accès. En premier lieu, je vous présente donc le modèle de formulaire de demande vierge, en fait. Donc, c'est un document qui vous permet de voir toutes les différentes sections que vous allez devoir renseigner pour soumettre une demande d'accès aux données de recherche. Ça va pouvoir vous permettre d'anticiper quelles sont les sections que vous allez devoir compiler et ça va vous aiguiller sur c'est quoi. Des fois, il faut peaufiner quelle est la période de sélection, quelle est la période d'extraction que vous souhaitez avoir. Donc, prenez le temps d'aller voir toutes ces sections-là. On y retrouve également donc un modèle de preuve de rattachement, tel que je le mentionnais plus tôt. Et on va avoir également donc un modèle de contrat de service, un modèle de contrat d'accès et deux grilles de vérification lorsque vous voulez transmettre vos données à l'ISQ dans le but de les apparier avec les données administratives qui sont déjà disponibles à l'ISQ. On va y revenir rapidement un peu plus tard. J'en profite pour mentionner donc qu'il est possible de télécharger une version anglaise de la trousse et pour ce faire, vous devez vous rendre donc sur notre site Internet et changer la langue d'affichage du site Internet. Vous allez donc pouvoir télécharger la trousse en version anglais. Gardez en tête toutefois que les versions de contrat qui seront donc en anglais dans cette nouvelle trousse-là, donc c'est uniquement les versions de courtoisie et uniquement les versions français des contrats seront signées avec l'ISQ. Donc, la trousse de démarrage vous accompagne lors de la création d'une demande d'accès, vous le voyez bien. Mais dans la prochaine diapositive, on va se rendre, on va voir, une fois que la demande est soumise, qu'est-ce qui se passe? Donc, la demande est déposée, bien là, il va y avoir plusieurs étapes qui vont s'enchaîner. Telles que mentionnées auparavant, ces étapes vont faire chacune l'objet d'une répartition des responsabilités entre vous et le service, l'équipe du service d'accès aux données de recherche de l'ISQ. Donc, la demande est d'abord évaluée au point 2 et d'abord évaluée par l'ISQ. Donc, le chercheur doit rester disponible pour répondre aux questions des analystes et compléter la demande au besoin. Au point 3, donc, lorsque cette demande est jugée complète, l'équipe du service d'accès va recommander la conclusion de contrat. Lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a un fichier de recherche qui doit être créé par l'ISQ, et ce, pour répondre à votre population bien précise pour vos objectifs de recherche, il y aura un contrat de service à rédiger. Et pour toutes les demandes, il y aura un contrat d'accès à signer entre l'ISQ, vous-même, le chercheur principal, et l'organisme d'affiliation. Donc, le contrat de service va donc définir quelle est la nature et la composition des fichiers de recherche et les coûts associés à ceux-ci, versus le contrat d'accès, bon, va venir détailler quelles sont les règles de sécurité et de protection des renseignements personnels et les différentes conditions et obligations des différentes parties. Une fois signé, la production du fichier de recherche peut débuter. Si vous avez un fichier externe à faire apparaître aux données administratives ou d'enquête demandées, c'est à ce moment-là que vous devez le faire parvenir à l'ISQ par un moyen sécurisé. Le site d'échange sécurisé de l'ISQ est le moyen de prédilection pour faire ce travail-là. Donc, il est fortement recommandé d'utiliser les deux grilles de vérification dans le répertoire document modèle joint à cette trousse qui vous permet de vraiment bien expliquer quelles sont les nuances
quelle est la séparation au niveau des variables qui doit être faite. Finalement, donc, vous avez accès aux données pour votre projet. Bonne nouvelle. Il faut garder en tête que chaque personne qui va manipuler les données va recevoir une formation sous forme de capsule qui se fait sur notre site de la zone recherche et va devoir signer un engagement à la confidentialité. Donc, dans la zone recherche, vous pouvez vous référer à la barre de progression qui vous permet de montrer l'avancement des différentes étapes qui ont déjà été réalisées. Donc, en guide de conclusion, donc dans la prochaine diapositive, donc le point central de la trousse est vraiment de définir, pas de la trousse, le point central de la présentation est vraiment de bien définir vos besoins de recherche pour que la demande soit vraiment cohérente avec le document et le formulaire que vous nous soumettez. On a de plus en plus de données administratives qui se joignent à la belle banque de données qui sont disponibles. Ce n'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'elles répondent à vos objectifs de recherche bien précis. Donc, oui, allez consulter quelles sont les données, mais il faut vraiment construire votre projet pour que les données qu'on vous livrera vont répondre à vos objectifs de recherche bien précis. N'oubliez pas de consulter les ressources de la trousse qui sont là pour simplifier votre démarche d'accès aux données de recherche. Et l'ISQ met à la disposition une équipe professionnelle pour répondre à vos questions. Donc, on est là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas, là, si vous souhaitez amorcer une démarche, donc d'aller consulter toute l'information qui est disponible à notre site web que vous voyez dans le premier lien. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez des questions ou des précisions qui ne se retrouvent pas dans le site. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller avec notre courriel. Et en fait, je vous souhaite donc bonne recherche à tous et il me fera plaisir de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Merci Jean-François, merci Maude. On a déjà des questions dans le chat. Il y en a quelques-unes qui concernent l'accès à distance. Peut-être que vous y avez déjà répondu, mais je vais quand même les répéter si vous voulez ajouter des éléments d'information. Dans les options tout à l'heure, j'ai vu l'accès à distance aux données. Cette option est-elle opérationnelle? Y a-t-il des conditions qui y sont rattachées? Et je pose tout de suite la deuxième question en lien avec l'accès à distance. Pour un même projet, est-ce qu'il est possible de faire une partie des travaux directement encadrés, ce qui est une autre à distance, dans le contexte où plusieurs membres d'une équipe de recherche collaborent à un projet? C'est toutes des bonnes questions. Maud, je peux répondre si tu veux. Vas-y, vas-y. Pour la première, donc les modalités un peu d'accès à distance, c'est bien ça? Comment ça fonctionne? Ben, essentiellement, quand vous faites une demande d'accès, vous devez choisir les modalités. Donc, si vous choisissez l'accès à distance parce que vous pensez que c'est approprié pour votre projet, il va y avoir une évaluation qui est faite pour savoir si les données demandées le permettent. Dans certains cas, par exemple, données d'enquête ne sont pas disponibles en dehors des centres d'accès. Et puis, pour les données, par exemple, de Revenu Québec, en l'état actuel, elles ne sont pas disponibles en accès à distance. Donc, il y a certains paramètres qui font en sorte que des accès peuvent être pas refusés, mais non disponibles. Par ailleurs, votre organisme d'affiliation, donc votre organisme public, par exemple, si vous êtes une équipe de recherche affiliée à McGill, juste un exemple parmi d'autres, là, l'organisme doit approuver les modalités d'accès parce qu'ils vont signer avec vous le contrat d'accès. Donc, si elle le refuse pour une raison ou une autre, ce n'est pas disponible. Mais sinon, nous, on va l'évaluer comme n'importe quelle demande d'accès pour déterminer si c'est possible ou pas. Pour la... Mais dans un contexte où, excuse-moi, je fais du pouce là-dessus, quelqu'un qui est à McGill, un chercheur principal, mais il y a un co-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, ça n'a pas les mêmes implications que cette personne-là se déplace en quadrisque ou Évidemment, puisse vouloir accéder à distance. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Advenant que l'UQAC accepte un accès à distance, puis je ne sais c'est pas pour quelle vraiment raison que McGill. oui, oui. C'est vraiment tributaire de la volonté de l'organisme public de l'accepter ou pas. Pour ce qui est de l'ISQ, nous, on offre la possibilité. Maintenant, il faut que les organismes d'affiliation des chercheurs l'acceptent aussi. Des fois, il y a une gestion de risque de leur côté qui ne sont pas prêts à assumer. On ne peut pas le faire à leur place, donc on va être limité par ce qu'eux autorisent puis par ce qu'ils veulent signer. S'ils ne veulent pas signer un accès à distance, il ne pourra pas avoir lieu. Dans certains cas, je crois que ça a été autorisé pour certains membres d'une équipe de recherche et pas pour d'autres, parce que, par exemple, ils relèvent tous de l'organisme public de rattachement, mais là, ça devient du cas particulier, là. Donc, de manière Mhm. générale, c'est beaucoup avec l'organisme public que ça va se discuter puis qu'on va déterminer si c'est possible ou pas pour le projet.
Pour la deuxième question qui était, rappelle-moi, Magali, s'il te plaît, qu'est-ce qui... Ah, la deuxième, c'est ce qu'on vient de discuter, là, c'est tu sais, une équipe de recherche sur laquelle il y a des chercheurs de différentes Ah, il y avait un organisations. volet sur est-ce qu'on peut travailler en cas de risque et à l'extérieur. Euh, Oui. donc, oui, c'est possible. Ça suppose qu'on crée deux fichiers, donc on en dépose un en cas de risque puis un accès à distance. Ceci dit, si c'est seulement pour que les membres à distance puissent travailler en collaboration avec les personnes qui exploitent de données en cas de risque, il y a des options qui vous sont offertes. Il y a un mode d'accès qu'on appelle l'accès aux résultats intermédiaires. Donc, c'est un peu technique, mais essentiellement, ce que ça permet de faire, c'est que les équipes en cas de risque peuvent produire des résultats agrégés, donc des tableaux de résultats agrégés, qui vont déposer avec l'aide d'un analyste qui va vérifier le tableau dans un environnement accessible à distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les personnes à l'extérieur du centre d'accès peuvent se connecter virtuellement à cette session-là pour voir les tableaux agrégés qui ont été déposés là, mais ça ne donne pas accès au fichier lui-même. Donc, les équipes ne peuvent pas travailler à distance par ce moyen-là sur le fichier. Ce sont seulement des fichiers temporaires qui vont être déposés puis qui ne sont pas autorisés pour sortie tant qu'ils ne sont pas finaux. Mais c'est une modalité un peu intermédiaire entre l'accès à distance et l'accès en cas de risque qui permet aux équipes de travailler ensemble quand elles sont réparties sur le territoire. Et, pour une équipe qui a déjà accès à des données d'enquête à distance, est-ce possible de faire ajouter des données administratives? À nouveau, monde, je prends vas-y au Ouais. besoin complète, mais c'est vraiment une évaluation au cas par cas. Donc, chaque enquête a ses particularités, a ses limitations ou ses possibilités. Même chose pour les données administratives. Donc, il y a pas, c'est pas parce que je ne veux pas y répondre, il n'y a pas une réponse générale à cette question-là. C'est vraiment évalué en fonction de l'enquête demandée et des données administratives demandées. Mais si vous avez une question spécifique par rapport à des produits spécifiques, écrivez-nous à l'adresse que vous voyez à l'écran, puis on va l'évaluer avec vous. Ah, bonjour, c'était ma question. Je veux juste poursuivre un Oh, peu là-dessus avant, allez-y, Clémentine. avant qu'on change de sujet, désolé. Mais dans le fond, ma question à quelque part, c'était aussi, je sais quoi la procédure quand on veut demander ça, parce que là, c'est pas un accès de, comme on repart pas du début, là, on a déjà une Non, équipe, c'est on ça. a déjà, ouais. Vous avez dans les formulaires que vous pouvez déposer, au-delà de ceux que j'ai présentés, il y a la possibilité de faire une demande de modification à une demande existante. Donc, c'est une option qui est offerte. On ne l'a pas couvert là, pour des fins de simplicité, mais vous pouvez modifier une demande existante puis demander, par exemple, de modifier l'équipe de recherche, de modifier les fichiers rendus disponibles ou de modifier les modalités d'accès. Donc, ça va refaire l'objet d'une évaluation. Puis, s'il y a des différences significatives, ben, elles seront soit traduites dans le contrat de service s'il y a un nouveau fichier à produire, dans le contrat d'accès si les modalités changent. Donc, encore une fois, ça va dépendre, mais vous pouvez modifier en cours de route un projet existant. Ceci dit, on vous encourage vivement pour réduire les délais d'accès à vos projets, d'essayer de bien cerner votre besoin dès le départ. Ça arrive qu'en cours de route, là, on a des nouveaux besoins, des nouveaux objectifs, puis qu'on fait une demande de modification, mais c'est beaucoup plus simple pour tout le monde si vous êtes capable de l'identifier dès le début, puis que votre demande est complète lors du premier dépôt. OK, parfait, merci beaucoup. Une question sur les certificats éthiques. Et donc, quel que soit, on demande une confirmation, là, quelle que soit la nature du projet et le porteur, donc organisme public partenaire, il faut nécessairement fournir un certificat d'éthique. Absolument. Euh, Les- les- Est-ce que la demande incluant le protocole de recherche peuvent être soumis en anglais? Oui, Excusez-moi, mais je fais un retour. Je fais un Oui. retour sur ce que je viens de dire. Ça doit être soumis pour les projets avec demande de données administratives. Les projets avec enquête, ça reste toujours recommandé parce que ce sont des recherches qui portent sur les êtres humains, mais c'est optionnel. Donc, si vous ne le déposez pas, vous pouvez quand même avoir accès aux données d'enquête. Ça reste très utile pour nous de l'avoir, puis c'est utile pour votre recherche de vous en être doté, mais ce n'est pas requis pour le dépôt. Pour données administratives, c'est requis parce que notre loi l'exige. Je peux le préciser. Puis pour la question du protocole puis de la demande qui est soumise en anglais, est-ce que c'est possible? c'est tout à fait possible. Aucun problème à ce niveau-là. Il faut juste garder en tête que les contrats seront signés en français, mais il n'y a aucun problème pour soumettre des documents en anglais. Parfait. Est-ce qu'on peut faire la demande dans la zone recherche en tant que collaborateur au nom du chercheur principal? Oui, oui, donc dans le fond, c'est une bonne question. Les collaborateurs, les professionnels de recherche, par exemple, peuvent renseigner les champs du formulaire, le préparer. Par contre, lors de la soumission finale, c'est la personne responsable de l'équipe de recherche et du projet
qui doit soumettre et signer le formulaire à la fin. Donc, c'est une exigence de notre loi. Le projet doit être soumis par le chercheur principal. Donc, ça n'empêche pas que toutes les étapes précédentes peuvent être faites par une personne qui l'accompagne. Mais le chercheur doit soumettre en bout de ligne, parce que c'est cette personne-là qui va signer le contrat d'accès. Donc, peut-être si je peux rajouter là-dessus, là, donc quand que la personne, le collaborateur va rédiger, va compléter l'équipe de recherche, qui est une section du formulaire de demande d'accès, il va sélectionner un chercheur principal. Il est obligé, en fait, d'avoir un chercheur principal qui va être signataire au contrat. Et c'est ce membre d'équipe-là qui est, si on veut, je ne veux pas dire tagué, là, mais qui est doté le rôle de signataire au contrat, qui va devoir donc soumettre la demande d'accès. Et c'est la seule personne qui va avoir le bouton pour dire soumettre une demande. Le collaborateur ne verra jamais soumettre une demande d'accès s'il n'y a pas le titre chercheur principal. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est cette personne-là qui a le rôle chercheur principal qui pourra avoir le Oui, parce qu'elle bouton prend pour. la responsabilité finalement du. Mhm. Oui, c'est ça. Question concernant l'estimateur de coûts. J'ai fait une estimation de coûts et ça m'a estimé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Est-ce que si on fait nous-mêmes du codage, ça peut diminuer les coûts? J'ai entendu que si on utilise seulement Medeco sans jumelage, on est capable de faire des cohortes mère-enfant et que c'est gratuit. Est-ce que ça peut être une option pour un projet de recherche universitaire? Il y a beaucoup de choses à cette question-là. Si pour ce qui est de l'aspect, je prends un peu de recul, donc une demande d'accès va faire en sorte que nous, on va produire un fichier de recherche qu'on va déposer dans l'environnement et que vous allez exploiter, donc dans lequel vous allez venir travailler puis travailler vous-même la donnée. Le codage dont on parle ici, je ne suis pas certain à quoi on fait référence, mais pour ce qui est la portion exploitation de données quand vous êtes en accès, c'est vous qui avez cette responsabilité-là. Nous, on ne le fait pas pour vous. On n'analyse pas le fichier à votre place, on le produit et on le rend disponible. Donc, il n'y a pas vraiment de codage qui peut être fait pour la préparation. C'est vraiment fait à l'interne par nos équipes parce qu'on a accès à l'identifiant, par exemple, des personnes, ce qu'on ne vous livrera pas dans l'environnement d'accès. Évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un premier point. Pour ce qui est de Medeco seul, qui donnerait de la gratuité, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne suis pas au courant de. En fait, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de gratuité parce qu'on choisit un seul fichier, là. Donc, toute production va mettre à contribution nos équipes. Le travail qui est réalisé pour produire le fichier va être facturé. Parce que c'est ça, les données administratives, il y a forcément une extraction qui est faite selon la demande Sur d'accès. Puis mesure, c'est ce travail-là à l'ISQ qui est facturé. tout à fait, parce que comme chaque projet de recherche fait l'objet d'une sélection particulière, puis la sélection est justifiée en fonction des objectifs de recherche, chaque produit de recherche est différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail qui est à faire à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas pour les enquêtes, par exemple. Il n'y a pas de frais pour l'accès aux enquêtes parce que c'est un fichier qui est préexistant, qui est produit puis qui est rendu disponible. OK. Ben, Ernest Lully, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais juste reposer sa troisième question qui vient de rajouter. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire diminuer les coûts? Oui, je peux peut-être rajouter quelque chose là, par rapport à ça, là. Donc, en ce moment, on a mis sur place un projet pilote, là. Donc, ça reste à voir si, au final, on va aimer ce qu'on fait. Mais on a laissé, on a fait un projet pilote où le chercheur va sélectionner sa propre cohorte. Donc, comme tu dis, on lui donne accès à un fichier de personnes éligibles. Le chercheur se rend en cas de risque, fait sa sélection, fait son appariement au niveau du témoin. C'est vraiment l'appariement cas témoin qui est le plus lourd et fastidieux et tout ça. Donc, ça, c'est mis sur place. Donc, suite aux résultats du projet pilote, on verra si on va aller de l'avant et ça sera une option peut-être pour diminuer les coûts pour un projet, mais je mets ça sous tout, avec des gants blancs là, pour dire que c'est uniquement un projet pilote qui est en place puis qui a fait en sorte qu'on a diminué des coûts pour certains projets. Donc, si le résultat est adéquat, répond aux attentes du chercheur, répond aux attentes de l'ISQ, mais on va peut-être l'étendre à d'autres projets par la suite. Puis, je compléterai en disant que ce qui est aidant des fois pour réduire les coûts, là, c'est que le temps qu'on va passer à travailler sur votre fichier va être diminué si la compréhension du besoin est claire. Donc, il arrive dans certains cas que les demandes sont un peu approximatives. On arrive pour produire le fichier, puis on a plein de questions qui se présentent pour l'équipe de recherche. Ça fait beaucoup d'allers-retours, puis c'est du temps qu'on passe à travailler sur votre fichier. Donc, plus votre besoin est clair, plus il est bien décrit, plus c'est facilitant pour nous, puis ça contribue à une réduction des coûts de production. Toujours en lien avec les coûts, un chercheur qui fait une demande d'accès basée sur la même extraction que pour le projet d'un autre chercheur. Est-ce qu'il y a des coûts associés à ça? Comme chaque projet est produit comme chaque fichier, pardon, est produit pour un projet spécifique,
Il n'arrive pas souvent que 2 fois le même fichier est requis. Ce qui est certain, c'est que si nous, on identifie des travaux qui ont déjà été réalisés puis qui recoupent beaucoup une nouvelle demande, ben, ça fait moins de travail pour nous parce qu'on sait qu'on a déjà fait les appariements qui sont demandés. Donc, plus on en fait, évidemment, plus on développe ce genre d'expertise-là et puis d'avancer. Donc, ça permet de réduire les coûts. Mais ce n'est pas une chose que l'équipe de recherche peut formuler ou spécifier d'emblée. C'est un peu nous qui allons savoir si on a déjà travaillé sur ces fichiers-là. Donc, évidemment, données de santé, ça fait longtemps qu'on les travaille. Plus on fait des projets, plus on les connaît, plus ça va rapidement. Mais chaque nouveau détenteur qui s'ajoute, vous comprenez bien que pour nous, c'est une nouvelle expérience chaque fois. Donc, il y a toujours une appropriation à faire pour les nouveaux détenteurs qui arrivent. Donc, c'est toujours un peu plus complexe. Mais voilà. Oui, ben, je vais juste renchérir. Tu sais, dans le fond, c'est que si tu sais, les chercheurs, c'est un petit monde. Des fois, ils peuvent savoir exactement un collègue qui a fait exactement cette extraction-là, puis ce chercheur-là dit, ben oui, j'ai besoin de la même extraction, mais je ne vais pas faire les mêmes analyses. Tu sais. Des fois, ils savent exactement ce qui a été demandé, puis sont Ouais. capables de faire Ben, exactement la même demande. C'est sûr qu'il doit y avoir une économie, j'imagine. j'imagine que oui. Tu sais, je pense qu'on peut faire une demande d'une session secondaire d'un fichier si c'est exactement le même puis que la justification euh, fournie répond aux critères. Ben, je penserais que ce fichier-là n'a pas à être reproduit. Mais je n'ai pas connaissance de 2 projets qui auraient utilisé exactement les mêmes fichiers pour des objectifs différents. Généralement, il va y avoir des différences. Mais oui, c'est tout à fait plausible de présumer là, qu'il y aurait une réduction de coûts si des fichiers se ressemblent beaucoup et qui ont déjà été produits. Parfait. Je peux peut-être rajouter, il y aura Oui. peut-être une banalisation supplémentaire qui va être à faire, là. Fait que dans le fond, les numéros indiv, les numéros uniques des identifiants ne seront peut-être pas les mêmes dans les différents projets, même si le restant de la cohorte est la même, même si les extractions sont identiques. Il y aura peut-être une banalisation à faire supplémentaire, mais qui est quelque. Tu sais, c'est pas énorme, là. C'est vraiment une Ouais. fraction du prix par rapport à faire toute l'extraction. Parfait, merci. J'en profite juste pour dire que dans le chat, Pascal a mis des liens vers le site web de l'ISQ, un autre lien vers la trousse de démarrage, les données disponibles, puis les coordonnées c'est pour vous rejoindre là, ce qu'on voit à l'écran présentement. Je vois qu'il y a une autre question. Donc, voilà, juste un instant. Je tiens à remercier votre équipe pour un excellent service. Notre équipe possède bon, c'est des bons mots, une excellente expérience de travail à distance avec les données. Euh, Question. Si 2 cohortes du Québec et de l'Ontario participent à l'étude et que l'accès aux données administratives est approuvé par la CAI, est-il techniquement possible de fusionner les données administratives de santé à distance avec un compte ou cas de risque pour effectuer des analyses avec les 2 cohortes? Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans cette question-là, mais première chose, il y a plus de CAI, il n'y a plus de commission d'accès à l'information avec le processus de l'ISQ. C'est nous qui autorisons en vertu de la désignation des détenteurs, c'est nous qui autorisons le projet, donc il n'y a plus de CAI dans le portrait. Première chose. Deuxièmement, les législations provinciales font en sorte que les données ne sortent pas des provinces. C'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour l'Ontario. Il n'y aura pas, en bon français, de pooling possible, là, de mise en commun des fichiers. Ce qui peut être fait, par contre, c'est que, je ne me prononce pas pour l'Ontario, mais pour le Québec, pour l'ISQ, on offre l'accès à distance. L'accès à distance est disponible hors Québec, moyennant évaluation. Donc, chaque accès pour chaque personne va faire l'objet d'une autorisation spécifique, va être évalué puis va être autorisé. Et puis, si, encore une fois, l'organisme public du chercheur l'autorise, c'est possible. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des membres de l'équipe de recherche qui sont situés en Ontario qui accèdent à distance aux données du Québec, mais l'analyse va être faite séparément avec le jeu de données du Québec et celui de l'Ontario. Ben, il est presque pratiquement 1 heure. J'en profite en conclusion pour vous rappeler qu'on a d'autres midi-webinaires de l'ISQ qui s'en viennent tout au cours de l'automne. Donc, je vous invite à regarder le site web du SIX pour en voir la programmation. Puis, on a aussi 2 formations qui pourraient être intéressantes pour vous. 2 formations offertes par le biostatisticien Marc Deray au mois d'octobre, les 22 et 29 octobre. Une première formation sur une introduction à l'utilisation des données administratives gérées par l'ISQ à des fins de recherche, puis une autre sur l'analyse et la gestion de données, donc spécifiquement pour les chercheurs
qui veulent faire un projet de recherche avec ces données-là ou qui vont avoir la main à la pâte pour la programmation. Puis le cours d'introduction du 22 octobre s'adresse vraiment à tout le monde si vous êtes curieux d'apprendre quelles sont les données, les variables disponibles, le potentiel analytique de ces données-là. Je vous invite à regarder notre site Web. Alors, merci beaucoup, Maude et Jean-François, pour votre participation. Un bel après-midi à tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.